Et comme nous savons que vous étiez nombreux à les attendre, les voilà, les nouvelles révélations du juge Prats sur les dizaines de milliards annuels de fraude fiscale et sociale dans ce livre Cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. Et nous avions reçu d'ailleurs pour le Cartel des fraudes 1, pour le premier d'ailleurs Charles Prats qui est revenu ensuite. Et c'est vrai que ça avait fait plus qu'un pavé dans la mare. À l'époque, et c'était évidemment en plein Covid, c'était septembre dernier, septembre 2020. Et là, vous récidivez, monsieur le magistrat, avec le Cartel des fraudes 2, mais avec beaucoup de choses. Et je dis toujours aux auditeurs, les livres, les auteurs qu'on reçoit, ce sont des livres qui vraiment marquent. Et là, plus que je vous le recommande, vous allez voir ce qui se passe avec notre argent, comment ça se passe. Et sur deux plans. La fraude sociale, ça on en avait parlé déjà, mais il y a beaucoup de nouvelles révélations dans le Cartel des fraudes 2, et puis la fraude fiscale. La fraude fiscale, ça mériterait de s'appeler au nom du pèse, du fisc et du Saint-Esprit inquisitoire. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et d'abord, juste une petite chose, une petite question. C'est peut-être la loi, mais je voudrais avoir votre réaction de citoyen, d'homme, Charles Prats, et aussi de magistrat. L'État français aurait versé, via la caisse d'allocation familiale de l'Eure, entre 1 000 et 2 000 euros d'allocation enfants décédés aux parents d'Abouloula Kanzorov, l'assassin de Samuel Paty, dont vous savez qu'on célèbre aujourd'hui dans toutes les écoles. Est-ce que c'est... alors, je ne sais pas. On a vu ça. Moi, ça m'a fait réagir. Allocation, donc, c'est la loi ? Alors, bonjour d'abord, André Berkoff. Honnêtement, je n'ai pas vu passer l'information encore, donc il faudrait regarder. Mais malheureusement, ça paraît quand même. Bizarre, oui. Alors là, je réagis. D'ailleurs, je suis là aussi en tant que délégué de l'association professionnelle des magistrats. Donc, en tant que représentant d'une organisation professionnelle de magistrats, je peux effectivement être choqué. Je ne connaissais pas l'information. Vous me l'apprenez. Cela étant, je ne serais pas effectivement surpris que ça corresponde à la réglementation. Alors, modulo, il faut regarder effectivement les conditions de versement d'une telle allocation. Et le cas échéant, si d'aventure la loi prévoyait ça donc de manière automatique, je ne serais pas choqué qu'une mesure législative vienne exclure du bénéfice de ce type de prestations sociales les gens dont la victime, entre guillemets, enfin dont le support de la prestation aurait commis un acte de terrorisme ou un acte de criminalité ou de délinquance, etc. Parce que effectivement, on peut se demander pourquoi la solidarité nationale vient aider comme ça des gens sur le fondement du décès de quelqu'un qui est un terroriste. Voilà. Mais bon, ça relance aussi, par exemple, toutes les histoires des allocations sociales versées à des djihadistes, etc. On en avait parlé dans le Cartel des fraudes 1. On en reparle un peu dans le 2. Vous en parlez avec Abou Alok, avec Zakaria Azbaï, le djihadiste belge fondateur de Daesh en Syrie, qui était inscrit frauduleusement à la sécurité sociale en France et qui continuait de percevoir, d'après la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, qui continuait de percevoir durant de nombreuses années des allocations. C'est assez joli. Alors, on revient à ça et vous avez quand même, il y a des chiffres quand même qui sont tout à fait étonnants. Je rappelle quand même, vous en parlez déjà, mais je rappelle plusieurs chiffres. D'abord, rappelez qu'il y a en France, selon Charles Prats et selon votre enquête, 73,3 millions d'assistés sociaux. Alors que la population française est de 67,1 millions d'habitants. Alors en fait c'est plus André Berkoff, alors c'est selon Charles Prats, mais ce n'est pas que selon Charles Prats, vous voyez, c'est selon le rapport de la Cour des comptes que je publie, je publie ce rapport dans mon livre et je l'analyse. Ce sont 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour 67,1 millions d'habitants. Donc voilà. Donc dans un pays et ces 8 millions, c'est quoi ? C'est une bonne question. C'est dans un pays qui compte 67 millions d'habitants, vous avez les éléments qui sont là, et donc avec les rapports officiels qui sont dans le livre à analyser, vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants. Et donc là, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de problème et que ça ne coûte rien, ce n'est pas vrai. Bien sûr. Et quant aux cartes vitales, les fameuses cartes vitales. Alors là aussi, j'explique bien les choses dans le Cartel des fraudes 2.
parce que tout le monde confond tout. Vous savez, sur les cartes vitales, les gens mélangent droit ouvert, carte vitale, autres prestations sociales, etc. Le gouvernement a expliqué qu'il n'y avait plus de problème de carte vitale surnuméraire. Il y a encore eu des communications, je crois, dernièrement, il y a quelques jours, là-dessus. J'ai vu passer des articles dans la presse qui disent mais non, tout ça, c'est pas vrai. Oui, ils disaient pratiquement il n'y a rien. Fake news, c'est le grand truc habituel. Et donc à chaque fois, je dis écoutez, fake news, 75 millions d'assurés sociaux, 67 millions d'habitants, voilà, ça c'est pas une fake news, c'est la Cour des comptes. Ou alors vous allez dire à monsieur Moscovici que c'est un complotiste qui raconte n'importe quoi et qui écrit n'importe quoi, ce que je ne crois pas. Et sur les cartes vitales, écoutez, c'est très simple. La commission d'enquête parlementaire, donc avec des pouvoirs d'investigation, a chiffré à plus de 1 800 000 minimum le nombre de cartes vitales en surnombre, c'est-à-dire avec des droits ouverts, mais donc qui près de 2 millions de cartes vitales, qui ne devaient pas en avoir. Et en plus, ils n'ont pas pu travailler sur l'ensemble de la base de données. Voilà, au moins 1 800 000. Au moins. Le rapport de Nathalie Goulet et de Carole Grandjean un an avant, c'était 5 200 000. Et là, on vient nous dire il n'y en a plus. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, dans ce rapport, je publie aussi, c'est dans le cartel 2, vient donc, dire non, rien n'a changé de ce point de vue-là. Bien sûr que non. Et la Cour des comptes vient dire non, l'administration dit des bêtises, ce n'est pas le chiffre qu'elle donne, etc. Et là, les journalistes qui font du fact-checking, comme on dit, viennent dire mais non, regardez, l'administration nous a dit qu'il n'y a plus de problème. Sauf que à qui faites-vous confiance, André Berkoff? Vous faites confiance aux institutions indépendantes qui mènent des contrôles indépendants comme une commission d'enquête parlementaire ou la Cour des comptes? Oui. Qui ne sont pas peuplés de plaisantins. Voilà, qui contrôlent une administration en disant que cette administration a commis des manquements. Donc, vous faites plus confiance à ces institutions indépendantes, ou alors vous faites plus confiance à la fameuse administration qui elle-même est remise en cause, mais qui dit non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tendance à croire plutôt les contrôleurs indépendants que ceux qui font l'objet du contrôle et dont la gestion est remise en cause. Voilà. Alors maintenant, c'est tout le problème d'un certain nombre de vos collègues qui se contentent de recopier finalement les communiqués de presse ou ce qu'on leur a dit au téléphone en disant mais non, il n'y a plus de problème parce que peut-être que ça les arrange idéologiquement, j'en sais rien. Alors même que vous avez un rapport très complet de commission d'enquête parlementaire dont il y a tous les extraits là-dedans et vous avez des rapports de la Cour des comptes qui le disent, qui disent qu'il y a un problème. Donc voilà, moi j'ai plus tendance à croire les rapports des institutions de contrôle indépendantes que ce que nous dit l'administration comme ça sur le thème circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Et justement, attendez, et c'est pas fini. Vous en reparlez dans le cartel des fraudes 2, qui vaut le cartel de Medellín, quelque part. Les retraites et les centenaires, je peux me parler de ça quand même. Il y a toujours autant de centenaires. Alors ça s'est un peu calmé. Là. Non, sur les centenaires, là aussi, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été dites parce que les choses n'avaient pas été comprises et surtout il y avait eu toute une opération de manipulation pour décrédibiliser les parlementaires qui avaient sorti le problème des numéros de sécurité sociale. De genre de retraités à 120 ans, 128 ans, alors toujours non, ça c'est encore un autre sujet, parce que si vous voulez, vous aviez un sujet sur plus de 3 millions de centenaires réputés en vie en France au fichier INSEE. Donc ça c'était un problème déjà de gestion du fichier INSEE, mais sur les prestations sociales, et notamment sur les prestations sur le fichier d'assurance maladie, identifiées par la commission d'enquête parlementaire, l'année dernière, on avait un peu plus de 75 000 centenaires avec des droits ouverts, alors qu'il n'y en a que 21 000 selon l'INSEE. Donc c'était ça à peu près. Pas mal déjà. 75 000, 21 000. Voilà, c'était ça à peu près le ratio. Donc ça, je l'expliquais très bien l'année dernière dans le cartel 1. Là maintenant, sur les retraites, les éléments de preuve sont dans le livre. Pareil, à partir d'un rapport de la Cour des comptes, la problématique, c'est plus le nombre de bénéficiaires de retraite nés à l'étranger. C'est-à-dire que la Cour des comptes nous a appris que nous avions 7 700 000 bénéficiaires de prestations retraite qui étaient nés à l'étranger. C'est-à-dire une retraite sur deux. Une retraite sur deux. Voilà, globalement. Et alors là, la CNAV, la science vieillesse, a dit mais non, c'est pas vrai. Alors tous les éléments sont aussi dans le livre. Les lecteurs vont être écroulés de rire quand ils vont lire tout ça, parce qu'il y avait eu aussi Check News de Libération qui avait dit mais non, c'est pas vrai. Donc là, je dis c'est la même chose. C'est ok, c'est pas vrai, mais alors pourquoi la Cour des comptes l'écrit si c'est pas vrai, dites à la Cour des comptes qu'elle dit des bêtises. En fait, vous revenez toujours à la Cour des comptes et aux commissions d'enquête parlementaire. Mais bien sûr. Si vous voulez, moi, j'ai un certain nombre d'informations dans le livre. On en parlera peut-être après sur la fraude fiscale. J'ai des contacts directs
avec la Commission européenne ou avec Eurofisc. Donc là, effectivement, je délivre des informations un petit peu exclusives, que vous n'avez vues nulle part ailleurs dans la presse, sur les problématiques notamment de lutte contre la fraude à la TVA. Mais sur ces histoires de fraude aux prestations sociales, moi, les choses sont très claires. Je m'appuie sur des rapports officiels, sur les rapports de l'Inspection générale des finances, sur les rapports de la commission d'enquête parlementaire, qui a travaillé pendant quasiment un an l'année dernière, sur les rapports de la Cour des comptes. Alors oui, la Cour des comptes, elle fait des rapports, alors elle ne communique pas dessus, parce qu'effectivement, ce sont des chiffres gênants, mais elle écrit quand même les choses. Donc après, il suffit de savoir lire les rapports. Il n'y a qu'à savoir lire. Voilà, et là, vous voyez, je vous les mets, ils sont en annexe du livre, et puis dans le livre, on les analyse. Vous avez tous les éléments. Donc après, je dis simplement aux gens, écoutez, vous lisez, et puis après, vous pensez ce que vous voulez. Alors justement, allons vers la grande, parce que vous en parlez beaucoup moins dans le premier, mais justement le côté fiscal, parce qu'il y a de quoi dire avec le côté fiscal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'évasion fiscale, vous en parlez très longuement, l'optimisation fiscale, les paradis fiscaux, etc., etc. Et vous donnez beaucoup de choses et de révélations, je le dis à nos auditeurs, Charles Prats, dans votre livre. Et en fait, aujourd'hui, alors on avait donné les 50 milliards, c'est pour la fraude sociale. Aujourd'hui, la fraude fiscale, est-ce qu'on a un peu une idée? Parce que tous les chiffres ont été dit, 100 milliards, etc. C'est quoi la fraude fiscale aujourd'hui, le montant? Le chiffre des 100 milliards, j'étais d'ailleurs un de ceux qui le reprenaient à mon compte, 60 milliards, 80 milliards, 100 milliards, c'était le chiffre qui était donné par le syndicat Solidaire Finances Publiques. Et en fait, c'est pas ça du tout. En fait, ça, c'est une fake news. Puisque j'ai cherché à me procurer leurs études, justement quand je travaillais sur mes livres, et je me suis rendu compte qu'en réalité, leur évaluation qu'ils mettent maintenant à 100 milliards, concernait non pas la fraude fiscale, mais l'ensemble de ce qu'ils appellent les manquements fiscaux. C'est-à-dire qu'ils incluaient dedans les erreurs, les divergences d'appréciation entre l'administration et les contribuables, etc. Et donc en réalité, les dossiers de fraude fiscale, ce n'était pas 100 milliards. Et quand on regarde les indicateurs, il y a des indicateurs très précis qui sont publiés chaque année dans la loi de finances, puis le fisc, dans son rapport annuel, il explique. Pour l'administration fiscale, un dossier est considéré comme de la fraude fiscale si l'administration va infliger une pénalité d'au moins 40%. Voilà. C'est-à-dire mauvaise foi, manœuvre frauduleuses, etc. 40%, 80%, 100%. Vous savez, c'est les échelles de pénalité des impôts. Et donc là, quand on regarde ça, on se rend compte que c'est à peine un quart des dossiers de contrôle fiscal, cette histoire-là. Et donc, rapporté à la méthode d'évaluation du syndicat des impôts, on arriverait plutôt, je dirais moi, à mon avis, à une trentaine de milliards d'euros de fraude fiscale, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est pas rien. Et c'est assez intéressant parce que cette comparaison, elle est assez cohérente avec la seule institution publique qui avait fait vraiment une évaluation de la fraude fiscale. À l'époque, c'était le Conseil des prélèvements obligatoires qui dépend de la Cour des comptes. C'est-à-dire que je parle encore de la Cour des comptes. Et donc, ils avaient fait une évaluation de la fraude impôt par impôt. Et donc, en prenant leur évaluation de l'époque et en mettant un correctif avec la progression du PIB français, donc de l'économie française, on arrive effectivement à une trentaine de milliards d'euros aussi comme ça. Et on arrive aussi à ce chiffre-là si on prend le chiffre de l'ONG Taxe Justice Network, vous savez, des ONG internationales qui travaillent sur l'évasion fiscale, et eux, ils chiffrent l'évasion fiscale en France, la fraude fiscale, à 17 milliards d'euros, mais ils ne comptent pas la TVA. Et donc il faut rajouter le tax gap TVA, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à une trentaine de milliards. Alors justement, il y a énormément de choses à dire, on ne pourra pas évidemment les épuiser, mais on refera évidemment. En attendant, référez vos livres, lisez le livre. On parle du chômage partiel, on parle de l'évasion fiscale, on parle du verrou de Bercy, justement, on va en parler. Mais je voudrais quand même arriver sur cette histoire de TVA. Comment on fraude la TVA? Il y a plein de manières de frauder la TVA. Vous faites du black. Donc déjà, vous fraudez la TVA quand vous faites du black, mais après, il y a des manières plus subtiles et plus sophistiquées. On va en parler tout de suite après ceci. On se retrouve dans quelques minutes. Absolument, et vous avez sûrement beaucoup de choses à faire, mais restez avec nous encore au moins un quart d'heure pour continuer à parler de ce livre, Cartel des fraudes 2 aux éditions Ring. Oui, je sais que vous posez la question et tout le temps, où va l'argent? Eh bien, où va l'argent? Lisez Charles Prats, Cartel des fraudes 2, sur le social, sur la fraude sociale et sur la fraude fiscale dont on va parler. Beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de tout dire, loin de là, hélas. Mais je voudrais qu'on parle donc très rapidement cette TVA que tout le monde paye. Ça, c'est effectivement 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais 100% des Français payent la TVA.
Tout à fait. Alors, comment on joue avec la TVA? Ah bah, vous avez, comme je vous le disais juste avant la coupure, les gens qui font du black, tout simplement. Donc c'est notamment pour ne pas payer la TVA. Mais vous avez surtout des organisations criminelles qui sont spécialisées dans la fraude à la TVA et qui travaillent au niveau européen. Ce qu'on appelle les carousels de TVA. Voilà. Ou alors. Et ça marche comment? C'est simple. En fait, vous avez ce qu'on appelle des sociétés taxis, donc des circuits économiques fictifs qui sont créés entre pays européens, parce que vous avez un système de TVA où vous pouvez expédier ou recevoir en suspension de droit TVA, et c'est uniquement à la mise à la consommation en France que vous payez la TVA dans le cadre de votre déclaration fiscale mensuelle, etc. Et donc il y a des mécanismes de fraude qui existent, soit fiscales purement, soit aussi douanières, ce qu'on appelle la fraude au régime 42. J'explique tout ça dans le livre de manière très précise, qui permettent à ces organisations criminelles d'escroquer les États. Pas que la France, mais la plupart des États européens. On en avait eu un exemple avec les quotas carbone, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, plus de 5 milliards d'euros de fraude, dont 1,6 milliard au préjudice de la France. Alors, on n'était pas vraiment sur des systèmes de carrousel, mais c'était des systèmes d'escroquerie à la TVA, et donc ça, c'est très répandu. Et ça continue de plus belle. Ça continue toujours, et alors ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais rencontré les gens d'Eurofisc en 2011, et ils m'avaient présenté leur système qu'ils utilisaient en Belgique, qui était très performant et qui leur avait permis de stopper plus de 90% des escroqueries à la TVA. Donc moi j'étais revenu à Bercy, j'avais dit j'ai un truc super génial, etc. Et là l'administration fiscale avait refusé de l'utiliser. Et pendant des années on a demandé à ce qu'ils l'utilisent, ils ont toujours refusé. Jusqu'à présent? Jusqu'à l'année dernière, j'ai eu un contact, c'est pour ça que dans le livre, donc il y a ces contacts un peu exclusifs, je discute un peu avec les gens d'Eurofisc, avec les contacts que je peux avoir à Bruxelles. Et donc là ils m'ont dit non, ça y est, depuis 2020 la France accepte d'utiliser le logiciel, mais parce qu'en fait c'est la Commission européenne qui l'impose maintenant. Ah oui, d'accord. Voilà, et si l'Europe a du bon. Donc, voilà, là sur ce coup-là l'Europe a du bon. J'ai eu des échanges avec la direction générale fiscalité de la Commission européenne aussi. Et donc pour information, et c'est dans le livre, l'année dernière ce système TNA au niveau de l'Europe a permis de bloquer, vous voyez, ça commence en expérimental un peu en Europe, alors que c'était vraiment développé en Belgique. Ils ont bloqué comme ça plus de 5 milliards d'euros de fraude à la TVA. Et ce que m'a dit Eurofisc, c'est qu'au-delà des 5 milliards, ils ont stoppé plus de 10 milliards d'euros d'escroqueries qui allaient se commettre, mais qui ont été bloquées grâce au système. Donc vous voyez, on est sur un système qui a permis simplement là, avec un début de mise en place sur les pays européens, de stopper 15 milliards d'euros de fraude à la TVA l'année dernière. Si on le rapporte simplement à la France, au prorata un petit peu du TVA tax gap français par rapport à l'Europe, ça ferait un peu plus de 2 milliards pour la France. Alors je ne sais pas si on a eu ce résultat en France, parce que bien sûr Bercy n'a pas communiqué dessus, mais on pourrait estimer effectivement qu'on aurait pu gagner au moins 2 ou 3 milliards par an avec ce système là, si on l'avait utilisé depuis 2011-2012, donc ça fait peut-être 20, peut-être 30 milliards. Disons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va prendre ça comme ça. On est bien d'accord. Alors les GAFAM, parlons des GAFAM. Les 5 calavaliers de l'apocalypse fiscale. Voilà. Ou alors c'est extraordinaire, parce qu'on utilise, parce que vous savez, on a utilisé Google Maps pour traquer les piscines, justement pour contrôler fiscalement les salauds de riches qui ont des piscines. En revanche, faire payer Google, faire payer Apple, faire payer Amazon, etc., là c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah oui, alors j'explique tout ça dans le livre, je reprends des chiffres, et d'ailleurs je publie des comptabilités, si les gens sont curieux, ils ont les comptabilités au Luxembourg et en Irlande. On peut scanner dans le livre, Non, mais là elles sont même en copie directement, il n'y a même pas besoin d'aller les scanner. Alors comment ça se passe? C'est quoi le mécanisme? Alors comment ça se fait qu'ils payent, ils vont en Irlande ou ailleurs pour payer le moins possible? C'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale agressive, ils sont très forts là-dessus. Vous savez, Apple par exemple avait eu un contrôle fiscal en France, 1,5 milliard d'euros, ils avaient négocié, mais surtout la Commission européenne leur avait imposé une sanction de 13 milliards d'euros dans le cadre de ce qu'ils avaient négocié avec l'Irlande. Ils sont allés en justice, ils ont gagné. La justice européenne a annulé la sanction de 13 milliards d'euros d'Apple. La sanction d'Amazon avait été annulée aussi. Et si vous voulez, il y a des trucs hallucinants. Par exemple, vous avez la comptabilité de Microsoft. Donc, la compta de Microsoft en Irlande. Et donc, la dernière fois, ils ont fait 314 milliards de dollars de profit. Ils ont payé 0 impôt. 314 milliards de dollars de profit. 314 milliards de profit et 0 impôt. Et 0 impôt. Avec un système d'optimisation entre l'Irlande et les Bermudes. Voilà. Donc c'est des choses qui sont pratiquées couramment par les GAFAM. Maintenant. Mais comment ça se fait qu'on laisse faire quand même? Alors, maintenant, avec les ils sont plus forts que les États, quoi. Oui, bien sûr, mais surtout avec les négociations au CDE, on devrait aboutir à une taxation minimale. Mais surtout, les GAFAM raisonnaient de manière patriotique, c'est-à-dire qu'ils sont américains. Faut jamais l'oublier. Ce sont des entreprises américaines et ils vous disent très clairement que eux, s'ils payent des impôts, ce serait aux États-Unis.
Alors après, le discours ambiant, c'est on paye les impôts là où on les doit, comme on les doit, etc. Mais la réalité culturelle, c'est qu'ils n'acceptent en vrai de payer des impôts qu'aux États-Unis, parce que ce sont des entreprises patriotes américaines. Hein. Ouais, C'est des instruments du soft power américain. Et ils ont rapatrié énormément d'argent quand Donald Trump a baissé l'imposition de 35% à 12%. Il faut pas l'oublier. Et il a récupéré 800 milliards de dollars comme ça. Et en fait, là, on est dans un mouvement où les GAFAM vont de plus en plus rapatrier leur argent aux États-Unis et ils seront taxés aux États-Unis parce qu'ils ont estimé que maintenant le taux de taxation aux États-Unis allait mieux leur convenir que ce qui se passait avant. Voilà. Donc en réalité, on est là-dessus sur des affaires de concurrence fiscale entre États, d'érosion des bases fiscales, mais surtout de jeu à qui va récupérer le plus de bases fiscales et donc d'imposition. Et donc là, la France, on est un peu des petits joueurs et on n'a aucun poids. Quoi. Monsieur le juge, monsieur le magistrat Charles Prats, les paradis fiscaux, rassurez-moi, se portent bien. Parce qu'on disait qu'on les assaillait, c'est fini, ou pratiquement fini, etc. Tout dépend de ce qu'on appelle un paradis fiscal. Vous savez, il y a paradis fiscal, paradis réglementaire, paradis judiciaire, etc. Non, je sais. Mais sur ce qu'on appelle les paradis fiscaux, oui, ils se portent bien, même si avec les systèmes d'échange automatique de données, c'était plus compliqué. Pour le petit moyen fraudeur, on a vu avec les Pandora Papers, et je donne des exemples d'ailleurs dans mon livre de mécanismes comme ça. Et puis il y a plein d'interviews que j'ai données dans le passé où j'expliquais déjà tout ça. Celui qui veut vraiment frauder beaucoup, les gros fraudeurs, eux, ils n'ont pas les comptes à leur nom. Donc l'échange de données automatisé, ça ne marche pas pour eux. Et on a bien vu, donc avec cet exemple des Pandora Papers, encore une fois, que la vraie évasion fiscale, la grosse évasion fiscale, celle qui d'ailleurs concerne souvent pas une fraude fiscale, mais peut-être de l'argent de la corruption, du détournement de fonds publics, etc., du blanchiment, où là on est plus sur le fiscal, on est sur la criminalité financière internationale dure. Eux, l'échange automatisé de données, ça sert pas à grand chose. Et on doit avoir d'autres types de mécanismes, ce que j'explique aussi en fin de livre, pour appréhender ces gens-là. Mais juste un mot quand même. La Belgique, le Luxembourg, c'est quand même quelque part, qui font partie du noyau dur de l'Europe, je rappelle, c'est aussi quelque part des paradis fiscaux. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais enfin, il y a des facilités là. Le Luxembourg plus que la Belgique, mais on oublie toujours les Pays-Bas. Nos amis hollandais à qui on donne le bon Dieu sans confession, s'il y a un trou noir de la finance en Europe et de tous ces mécanismes-là... Sur les Pays-Bas. Tout le monde disait Londres, la City, etc. Ce sont les Pays-Bas. Voilà, le vrai trou noir de la finance et la vraie problématique et tout ce qui a permis tous les montages internationaux, c'est les Pays-Bas. Et quand vous regardez notamment les GAFAM, il y a toujours une partie du montage en Irlande, parce que 12 000% d'imposition, etc. Mais comme par hasard, vous avez toujours une partie des montages qui se fait aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas même, et dans les petits confettis caribéens des Pays-Bas, les petites îles néerlandaises, etc. Vous savez ce qu'on appelle le sandwich néerlandais en matière d'optimisation fiscale. Et comme par hasard, à chaque fois que vous avez un système très agressif d'optimisation fiscale et très efficace, à chaque fois les Pays-Bas sont là. Si vous voulez tout savoir sur effectivement ce qui se passe au niveau fiscal, au niveau social, et qui vous concerne évidemment au premier chef, puisque c'est notre vie quotidienne, c'est notre argent quelque part, eh bien lisez, je vous le recommande encore une fois, lisez Cartel des fraudes 2 et il vous ouvrira. Et Charles Prats est évidemment trop seul à mener l'enquête. Eh bien, on va parler d'une autre espèce en voie de disparition. C'est un certain type d'humour, celui de Pierre Desproges. André Berkoff avec Céline Alonso. Vous allez recevoir des comédiens tout de suite.